Bonsoir à tous, bienvenue à la Cité du Vin. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour une nouvelle conférence des Vendanges du Savoir, donc qui est organisée par l'ISVV, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne. Donc ce soir, on est ravis d'accueillir Stéphanie Marchand-Marion, qui est professeure en chimie du vin à l'ISVV et qui va vous parler de l'intelligence artificielle. On va se demander si l'IA en sait trop sur les vins. La conférence va durer environ 1 heure et vous aurez l'occasion ensuite de poser toutes vos questions. De même pour les personnes qui nous suivent en ligne sur Zoom. Vous pouvez nous poser vos questions par écrit. Donc voilà, je vais laisser la parole à Éric Girohéro qui va présenter cette conférence et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Je veux représenter Stéphanie puisque tu as déjà été présentée. Donc, professeure à l'Université de Bordeaux, chercheuse à l'Institut des sciences de la vigne et du vin et notamment en œnologie, professeure en œnologie, et qui travaille sur l'analyse sensorielle, la composition chimique des vins, les analyses moléculaires, et qui travaille sur, alors je regarde ma fiche, chromatographie en phase gazeuse, hein, c'est comme ça qu'il faut parler, et en phase liquide. Voilà. Et donc tu travailles sur la composition des vins, l'atypicité des vins, et donc la question, c'est est-ce qu'il y a la question aujourd'hui que tu vas traiter aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une typicité des vins, une signature de la typicité des vins, une signature moléculaire des vins. Et ce travail, tu l'as réalisé en utilisant donc l'intelligence artificielle, en collaboration avec l'Université de Genève. Le professeur Pouget, à l'Université de Genève, c'est le laboratoire de neurosciences, si je ne m'abuse, à l'Université de Genève. Donc voilà, donc c'est un peu la question qu'on t'a posée, c'est est-ce qu'il est possible aussi d'utiliser l'intelligence artificielle pour reconnaître la signature des vins? Eh bien, Stéphanie, est-ce que tu peux nous répondre à cette question? Tu as 1 heure pour ça. Merci. Je te remercie, Éric. Alors, je ne vais peut-être pas répondre à cette question tout de suite, hein, mais on va discuter un peu de l'intelligence artificielle d'une manière générale et puis de voir on va aussi discuter des apports qu'elle peut avoir dans le domaine du vin, de la vigne, jusqu'au verre que vous avez sur votre table. Donc, bonsoir à tous. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on ne la connaît pas si mal que ça. On connaît une version qui est une version peut-être créative, probablement récréative de l'intelligence artificielle au travers de tous les logiciels qui sont aujourd'hui un accès plus ou moins libre, moyennant parfois un abonnement, et qui nous permettent de créer des choses, de créer des images comme j'ai fait ici, en créant une image à partir de la Cité du Vin que j'ai un petit peu modifiée. Alors c'est vrai que c'est l'intelligence artificielle, et pour ne pas le citer, OpenAI, qui a ChatGPT en fait, hein, qui a créé cette image. Mais, et je le répéterai tout au long de cet exposé, de cette soirée, c'est moi qui ai écrit le prompt. À qui appartient cette image? Est-ce qu'elle appartient à ChatGPT? Est-ce qu'elle appartient à l'architecte de la Cité du Vin? Est-ce qu'elle m'appartient à moi parce que j'ai écrit prompt? Je ne sais pas. Et ça, c'est un des points importants aujourd'hui de l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose qui est si récent que ça. Au XVIIe siècle déjà, les gens aimaient à admirer un automate qui s'appelait le Turc mécanique et qui était supposé jouer aux échecs et analyser le jeu d'échecs. Et ça fascinait, les gens se déplaçaient, venaient de loin pour observer ce Turc mécanique, cet automate. Bon, en réalité, hein, c'était un fake, c'était faux, puisqu'il y avait un joueur d'échecs qui se plaçait sous la table et qui, lui, posait les pions et programmait le Turc mécanique pour que, avec un algorithme, et ça c'est un mot sur lequel on reviendra pas mal, ce qu'on appelle maintenant un algorithme, donc l'automate pouvait bouger les pions. La vraie naissance de l'intelligence artificielle, c'est probablement la moitié du XXe siècle. Donc on a l'habitude de dire qu'Alan Turing, ce scientifique incroyable britannique, qui était à la fois scientifique, à la fois un peu philosophe et sportif de haut niveau,
On a l'habitude de dire que ça a été lui le père fondateur de l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai qu'il a été une des pièces les plus importantes de l'équipe de scientifiques, mais pas que, qui a permis de décoder la machine Enigma, c'est-à-dire la machine qui était responsable des codes de l'armée du Reich pendant la Deuxième Guerre mondiale. À l'issue de cette Deuxième Guerre mondiale, il a proposé vraiment, il a mis sur papier dans cet article de 1950 paru dans Mind, c'est lui qui a posé les fondations. Et c'est lui qui a commencé à dire, oui, les machines un jour seront capables de réfléchir par elles-mêmes. Donc c'est en ça qu'Alan Turing est probablement une clé de voûte dans la construction de ces logiques d'intelligence artificielle. Mais avant toute chose, c'était un mathématicien spécialiste des algorithmes. Alors pour la petite histoire, c'est vrai qu'il est aussi très célèbre parce qu'il a eu une destinée extrêmement romantique. Homosexuel, il a été un peu persécuté par les gouvernements de l'époque après la guerre. Et puis, il a fini par se suicider. La légende raconte qu'il s'est suicidé en croquant une pomme cyanurée, comme Blanche-Neige, dont il était absolument fan. Donc ça donne une dimension très romantique à ce personnage-là, mais probablement, sans son intelligence, on serait allé moins vite dans la conceptualisation de l'intelligence artificielle. Et certains historiens disent aussi que sans son intelligence, la Deuxième Guerre mondiale aurait peut-être été un tout petit peu plus longue. Ensuite, l'intelligence artificielle a subi un certain nombre de saisons. Alors on parle d'hiver et de printemps de l'IA qui se sont succédés. Les travaux ont progressé. Vous vous souvenez peut-être, pour certains d'entre vous, de la victoire de Deep Blue, qui est un logiciel de jeu d'échecs programmé par IBM contre Kasparov. Donc ça, c'était un premier progrès. Ça a été le premier fait d'armes, peut-être grand public, de l'IA. Et puis ensuite, au cours du temps, l'intelligence artificielle a battu, qui s'appelait Watson, a gagné à Jeopardy. Et puis, plus récemment, l'IA a gagné au jeu de Go contre les meilleurs joueurs, sachant que le jeu de Go est probablement le jeu pour lequel il y a le plus de combinaisons possibles, donc il nécessite la plus grande puissance de calcul. Alors pourquoi les choses ont été aussi lentes entre les années 50 et aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a eu des coups d'arrêt qui étaient dus à la disponibilité de la donnée, ou alors tout simplement à la puissance de calcul des ordinateurs. Alors comment ça fonctionne cette histoire d'intelligence artificielle? Ce sont tout simplement des algorithmes qui permettent de reconnaître des choses, de faire des corrélations, d'établir des corrélations, d'établir des groupes entre des individus qu'on appellera la donnée. Donc ici, par exemple, je vous ai proposé plusieurs photos de fleurs et de fruits que j'ai soigneusement détourées. Enfin, en fait, j'ai vaguement détouré ces fleurs et ces fruits. Je les ai tous mis à la même taille. Et une première version de l'intelligence artificielle que l'on appelle machine learning, qui est un traitement algorithmique de l'information, pourrait être capable, en apprenant ce que c'est qu'une fleur et ce que c'est qu'un fruit, de catégoriser les fleurs avec les fleurs, les fruits avec les fruits. On entend parfois aussi parler de deep learning, apprentissage profond. C'est en fait la même chose, sauf que l'on va rajouter des couches. Donc on parlera de réseaux de neurones à ce moment-là. Donc on va rajouter des couches de statistiques qui, les unes après les autres, vont venir traiter le signal. Dans le cas du deep learning, on a besoin d'énormément de données. Et puis on peut par contre travailler avec des données qui ne sont pas pré-travaillées par l'humain. Ici, dans ce cas-là, j'ai proposé des images, encore une fois, de fleurs et de fruits, mais certains fruits sont coupés, d'autres, des fleurs ne sont pas détourées. On a des images qui peuvent être relativement semblables ici, et pourtant, si je demandais à un système de deep learning de catégoriser les fleurs et les fruits, il serait capable de faire la séparation.
Et c'est ce qui se passe avec les systèmes d'intelligence artificielle générative et qui, parfois, sont utilisés à des fins récréatives. Dans le monde du vin, souvent, on n'a pas suffisamment de données pour faire du deep learning, et c'est souvent du machine learning, de l'apprentissage machine que l'on va faire plutôt. Quoi qu'il en soit, l'IA nécessite en premier lieu d'acquérir de la donnée. Ces données doivent être contextualisées, c'est-à-dire porteurs d'informations. C'est-à-dire qu'une analyse de vin doit être accompagnée de l'identification de ce vin, son appellation, son millésime, etc., etc., etc. Ensuite, les algorithmes vont être programmés et vont pouvoir comparer des informations avec des informations déjà vues par le passé. En aucun cas, l'intelligence artificielle ne sera capable de voir dans l'avenir, pas plus que vous, pas plus que moi d'ailleurs. Elles ne vont que comparer, peut-être de manière un peu plus puissante que ce que l'on est capable de faire, à des événements déjà observés dans le passé. Tout ça pourquoi ? Pour apporter une réponse adaptée à une question générée par l'humain souvent. Sans humain, pas d'intelligence artificielle. Mais quoi qu'il se passe, ce que l'on apprend avec tout ça, c'est que la donnée, l'information, va être l'or probablement de demain et clairement l'or de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, tous autant que nous sommes, nous fournissons de la donnée tous les jours, et ça depuis une bonne vingtaine d'années. Grâce à vos téléphones, vous avez offert de la donnée aux grandes entreprises d'IA, qui aujourd'hui vous le rendent peut-être, mais n'empêche que vous l'avez offerte. Donc ça, c'est en résumé, parce que aussi, ce n'est pas vraiment ma spécialité à moi, comme vous l'avez compris, moi, ma spécialité, c'est le vin. C'est un peu le contexte du monde de l'IA. Le vin, à l'opposé, ça n'a rien à voir avec tout ça. Le vin, c'est un domaine sacré, un domaine de jovialité. On ne boit pas du vin pour être cartésien, on boit du vin pour le plaisir, on boit du vin pour la gastronomie. Le vin, c'est aussi tout un monde patrimonial. Le vin, c'est certes le liquide qu'il y a dans la bouteille de vin, mais c'est aussi nos paysages, nos châteaux, notre patrimoine, notre histoire, en France comme ailleurs d'ailleurs. Et puis, il existe aussi une dimension sensuelle, voire sexuelle du vin que l'on retrouve dans une bonne partie des productions culturelles. Et ça a été bien évoqué dans les Vendanges du savoir en ligne par Nachidi Roy lorsqu'elle nous a parlé du soft power. D'ailleurs, je pense qu'en fouillant un peu dans les archives des Vendanges du savoir, vous allez trouver plusieurs conférences qui vont évoquer ces dimensions sacrées, joviales, patrimoniales et sensuelles des vins. Donc, rien à voir avec le monde des mathématiques ou le monde de l'algorithmique. Le vin, c'est aussi l'expression de notre identité territoriale, et Dieu sait si en France, c'est extrêmement important. Cette identité territoriale, elle est difficile à définir et probablement très difficile à mettre en équation. Mais cependant, aujourd'hui, cette identité territoriale et ce patrimoine, il est mis un petit peu entre le marteau et l'enclume. Alors, j'ai désigné le marteau comme le consommateur, ce consommateur qui va avoir de plus en plus d'exigences, des exigences nouvelles par rapport à notre façon de produire le vin, par rapport aux intrants qu'on va pouvoir y mettre, par rapport à la façon dont on va processer le vin. Bref, le consommateur nous challenge un peu tous les jours dans notre façon de faire du vin. Et puis les modifications climatiques qui ne sont plus une hypothèse aujourd'hui, qui sont une réalité, et une réalité modélisée par l'intelligence artificielle d'ailleurs, elles aussi, elles mettent un peu à mal la pérennité de cette identité territoriale. Donc dans ce contexte-là, sécuriser la qualité du vin, ça va être finalement sécuriser la qualité de nos raisins. Produire des raisins sains et des raisins adaptés à un projet de vin, à un vin aspiré, à un style, ça nécessite de connaître bien la biologie de la vigne,
Ça a été vu aussi dans pas mal de conférences des vendanges du savoir. Et puis, ça nécessite de maîtriser les maladies de la vigne, toujours avec de moins en moins de moyens de lutte, pour ne pas utiliser trop de produits phytopharmaceutiques. Donc finalement, anticiper et évaluer les risques en termes de qualité du vin dû aux modifications des conditions de production, ça nécessite de plus en plus de travail quant à la connaissance de la composition de ces vins et de ces raisins. Donc on en arrive à notre première question, qui est: est-ce que l'IA peut nous aider à mieux observer la vigne et mieux connaître les maladies? Donc nous, les scientifiques, la première chose qu'on fait quand on se pose une question, c'est qu'on va voir dans des bases de données qui contiennent l'ensemble des publications scientifiques, et puis on regarde si des mots-clés qui nous intéressent sont de plus en plus cités dans les publications. Donc ici, j'ai regardé si deep learning et machine learning étaient souvent associés à vigne dans les publications scientifiques. On se rend compte que depuis une petite dizaine d'années, on a une augmentation exponentielle du nombre d'articles qui sont produits sur ce thème-là. Ça aussi, c'est une image que j'ai faite avec ChatGPT, mais c'est moi qui ai écrit le prompt, je le rappelle. Alors, parmi les articles que l'on a vus apparaître, nous parlant de la vigne et de son observation par l'intelligence artificielle, j'en ai relevé 2 qui ne sont pas forcément intéressants pour leur thématique, mais sont intéressants pour les gens qui les ont écrits. On voit apparaître dans la littérature scientifique toute une nouvelle communauté de chercheurs qui ne sont pas spécialistes du vin, mais qui sont spécialistes des sciences des données et des sciences de l'algorithme. Donc là, il y a une vraie question à se poser. Est-ce qu'on laisse ces gens travailler sur le vin et affirmer des choses alors qu'ils ne connaissent pas le vin? Ou est-ce qu'on collabore avec eux? Peut-être c'est une question que les chercheurs devraient se poser et probablement une question qu'on se posera demain. Après, j'ai dû faire une sélection dans tous les articles qui étaient publiés et j'ai choisi de vous présenter ces 3 travaux qui portent tous sur la même question, qui est la lutte contre le mildiou, qui pose énormément de problèmes aujourd'hui. Qui en a posé par le passé, certes, mais qui en pose de manière extrêmement récurrente et sur l'ensemble du territoire, malheureusement. Parmi ces 3 articles, 2 portent sur la détection à l'aide d'analyses d'images de la contamination par le mildiou sur les feuilles. Donc, dans 2 de ces articles, on fait des prélèvements de feuilles et puis on analyse ça au laboratoire. On fait des images et on analyse ensuite par des méthodes d'intelligence artificielle, par des algorithmes, ces images. Sur le 3e article qui m'a particulièrement intéressée, alors là, on ne va pas au laboratoire et ils ont designé une stratégie avec une acquisition d'images particulières, spectrophotométriques, directement dans le vignoble. À l'aide de cette acquisition, ils sont capables de repérer des zones où le mildiou est présent ou va bientôt être présent, et donc de cibler de manière extrêmement chirurgicale les traitements. Donc ça a un énorme avantage, c'est que ça permet d'anticiper les traitements et aussi de les cibler sur des zones en particulier. Avec leur modèle, on atteint à peu près 91% de réussite, c'est-à-dire 91% des fois où on repère une attaque précoce de mildiou, on ne se trompe pas. Mais ça veut dire qu'on se trompe quand même 1 fois sur 10. Ma question à moi, c'est finalement, qu'est-ce qui se passe si on se trompe? Tout ça, c'est extrêmement intéressant. Moi, je trouve que c'est fabuleux d'un point de vue personnel, mais je me pose la question du caractère, du droit autour de ces données. À qui appartiennent ces photos? À qui appartient l'algorithme? Et si on se trompe? Si on rate
des zones de contamination et qu'on perd de la récolte, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a quand même aussi tout un tas de start-up qui travaillent sur ces sujets, et c'est peut-être qu'ils vont nous amener à répondre. Mais il est vrai que du point de vue du droit, il n'y a pas grand-chose qui concerne la question du droit, de l'intelligence artificielle et de l'agriculture. Un autre point, vous l'avez compris, c'est la question financière. Est-ce que ce genre de technique va être accessible à tous? Probablement pas, quand on voit le prix des investissements. Est-ce qu'un jour ça sera démocratisé? Est-ce que ça va creuser la frontière entre les exploitations qui ont les moyens et celles qui ne l'ont pas? Je n'ai pas de réponse à vous apporter. Vous allez voir, je n'ai pas beaucoup de réponses à vous apporter de toute façon ce soir. Mais c'est une question qu'il va falloir ouvrir et c'est une question sur laquelle la profession va devoir travailler. Et puis le dernier point, c'est la question écologique. Toutes ces acquisitions de données n'ont pas un impact écologique neutre. Bien au contraire, ça demande des grosses puissances de calcul, des serveurs extrêmement puissants. Bref, c'est un point à prendre en compte dans notre façon de travailler. Un autre article qui m'a pas mal intéressée, c'est un article qui porte sur la détermination de la maturité. Donc l'idée est encore une fois d'acquérir des spectres en prenant des images, des spectrophotométriques, on ne va pas forcément rentrer dans ce détail-là, en prenant des images de grappes, et les algorithmes sont capables d'analyser ces spectres et de déterminer si les grappes sont mûres ou non mûres. Donc elles les classent dans deux catégories, grappes mûres, grappes pas mûres. Alors moi j'ai un petit problème quand même avec ce genre de travail, je trouve ça très intéressant, et je pense que dans le futur, ça sera très intéressant. Mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire grappe mûre et grappe non mûre. Parce que la maturité de la baie de raisin, ce n'est pas seulement la maturité de la pellicule ou la maturité du pépin. C'est un alignement en fait, de caractères. Alors on parlera pour les techniciens de maturité phénolique, la couleur, les polyphénols. De maturité technologique, l'acide et le sucre, ou de maturité aromatique, c'est-à-dire l'arôme qu'a la baie de raisin lorsqu'on la croque. Et puis en plus, d'un vinificateur à l'autre, on va pouvoir peut-être avoir des intentions différentes par rapport à cette notion de maturité. Certains vont vouloir cueillir leurs raisins alors qu'ils sont juste à maturité, d'autres vont vouloir attendre un peu en fonction du style du vin qu'ils veulent produire. Donc, oui, il y a des travaux qui impliquent l'intelligence artificielle dans la connaissance de la maturité des grappes de raisin, mais probablement il va falloir développer ça, et certainement pas de manière disjointe des vinificateurs et des gens du vin. Je suis désolée, j'ai oublié de traduire tout ça. Vous adaptez. Pardon. Donc à la question, est-ce que l'intelligence artificielle nous permet de mieux observer la vigne? Probablement, il y a des avancées importantes qui sont faites, en particulier en termes de détection des maladies. Cependant, ces travaux ne doivent absolument pas être disjoints de la profession. On doit continuer à s'interroger. Et puis aussi, il va falloir se poser la question du cadre légal. Peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, quelqu'un viendra présenter une autre conférence sur ce point-là, parce qu'on aura avancé. L'intelligence artificielle peut-elle nous aider à mieux connaître le vin? Deuxième question. Alors là, encore une fois, moi, je suis allée voir un peu ce qui se passait du point de vue de la littérature scientifique. Et encore une fois, on observe une augmentation exponentielle des travaux au travers du monde depuis une petite dizaine d'années. Alors j'ai fait une sélection, bien évidemment. Mais je voulais vous parler d'une publication qui est pour moi fondatrice, qui date de 2019 et qui a été faite à Bordeaux par mon collègue Tristan Richard. Et Tristan, ça a été peut-être un des premiers à se dire on va analyser tout un tas de composés
sans se poser la question de l'intérêt énologique ou de l'intérêt organoleptique de ces composés. Et j'étais la première à lui dire « Tristan, ne fais pas n'importe quoi quand même. S'ils n'ont pas d'intérêt énologique, ces composés, pourquoi tu les analyses ?» Et là, il m'a dit « Fais confiance, je vais te sortir quelque chose. » Et effectivement, avec un traitement statistique, à l'époque, on n'appelait pas vraiment intelligence artificielle, mais ça reste de la statistique complexe, et à l'aide de composés qui, a priori, n'avaient pas d'utilité énologique, comme par exemple la proline, il était capable, par la statistique, de séparer deux groupes de vins, Bordeaux et non Bordeaux, montrant ainsi la spécificité de nos vins de Bordeaux dans cet ensemble de vins. Tiens, il me manque une diapo. Bon, c'est pas grave. Et de la même façon, il a aussi été capable de séparer, c'était dans l'autre diapo qu'on a retiré, les vins issus de la rive droite et de la rive gauche de la Garonne. À partir de ces travaux, on s'est dit, tiens, peut-être qu'on ne regarde pas les résultats d'analyse du bon œil. Et peut-être qu'en progressant dans le traitement statistique de ces résultats, il pourrait nous informer d'autre chose. Et c'est en ça que, pour moi, ces travaux de Tristan sont des travaux fondateurs. Alors après, ils ont été largement repris. Les mêmes analyses du vin ont été utilisées bien plus tard, en 2024 et 2025, pour travailler sur l'authenticité des vins. Et en particulier, il y a ce travail qui est sorti récemment sur l'authenticité des vins de Xérès, qui est extrêmement intéressant. Et là, la statistique est devenue intelligence artificielle. Mais la frontière entre statistique et intelligence artificielle, elle n'existe pas. C'est juste une évolution, en fait. Donc, cette intelligence artificielle, aujourd'hui, peut être utilisée pour travailler sur l'authenticité du produit. Alors, je ne vous ai pas du tout parlé de tout le travail qui est fait sur l'authenticité du packaging par l'analyse d'image, mais c'est aussi un champ qui est extrêmement développé et extrêmement intéressant. Par contre, il y a assez peu de travaux sur purement les procédés de vinification et leur traitement par intelligence artificielle. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Probablement parce que les procédés de vinification, c'est des moments qui vont vite. Il faut prendre les décisions vite, des décisions hochées, et on n'a pas le temps de faire tout un tas d'analyses lorsque l'on doit prendre une décision pratico-pratique. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Cependant, il y a un autre travail qui m'a extrêmement intéressée. C'est un travail très récent qui porte sur la traçabilité des billes des grumes de chêne. Je ne sais pas si vous êtes déjà promené dans des forêts, vu des arbres coupés, et vous avez peut-être vu cette petite étiquette en plastique qui est apposée sur les grumes de chêne ou les autres troncs. Ça, c'est le seul outil que l'ONF a aujourd'hui pour authentifier et pour faire de la traçabilité sur le bois. Donc les conséquences, pour nous, en énologie, sont importantes, parce que les essences de chêne vont avoir des comportements différents en tonnellerie et surtout vont livrer des composés différents au vin qui va être contenu dans les barriques. Donc connaître l'origine des grumes de chêne avec précision, c'est un enjeu énologique et un enjeu de tonnellerie très important. Donc cette équipe de l'Université de Lorraine et de l'ONF est aujourd'hui capable, par une simple photo prise avec un smartphone, d'identifier comme une carte d'identité, comme une empreinte digitale, une grume de chêne, et de relier ça à tout un tas de données comme, par exemple, leur essence, la forêt dans laquelle ils ont été coupés, la date de coupe, etc. Et ce, malgré le brunissement de la tranche au cours du temps. Donc ça, c'est un outil qui n'est pas forcément lié au vin au départ, mais qui sera demain extrêmement utile pour nos connaissances
en termes d'origine des bois, des barriques avec lesquels on travaille. Après, la question qui m'a été posée, reposée, reposée, et même parfois il y a des journalistes qui m'ont posé cette question et qui ont répondu eux-mêmes à la question avec leur façon de voir les choses, c'est est-ce que l'on peut modéliser le dégustateur? Vaste sujet. Alors souvent, par dégustateur de vin, on pense à ce petit monsieur-là, c'est-à-dire monsieur Duchemin qui, dans l'aile ou la cuisse, est capable, en dégustant un vin, d'identifier millésime, château, évidemment cépage, orientation des coteaux. Et d'ailleurs, il trouve à Saint-Julien des coteaux de bonne pente. Je suis allée à Saint-Julien pour vérifier. Il n'y a pas de coteaux de bonne pente quand on connaît les coteaux de bonne pente qu'on va pouvoir trouver en Alsace, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on pense souvent, quand on parle de dégustation de vin, à cette performance sportive que fait le sommelier de concours et lorsqu'il découvre, avec plus ou moins de précision, l'étiquette d'un vin. Cependant, la dégustation des vins professionnels, ce n'est pas ça. Et il se trouve qu'il y a quand même quelques travaux issus de cette fameuse nouvelle communauté de chercheurs du vin qui vivent très loin des vignobles et qui peut-être ne connaissent pas le vin. On trouve quelques travaux portant sur l'évaluation de la qualité à partir de traitements par intelligence artificielle. Et dans ces travaux, moi, ce qui m'a énormément inquiétée, c'est qu'on utilise essentiellement les données qu'on trouve sur Internet. On ne déguste à aucun moment les vins. C'est juste de la data plus ou moins libre qui est processée et des vérités qui en sortent. Donc, moi, je vous inviterai à faire un peu attention aux résultats de ces travaux. Pourtant, la dégustation du vin et la dégustation du vin professionnel ou la dégustation du vin pour le plaisir, la dégustation de vin domestique, c'est bien plus complexe que ça. C'est l'association d'un patrimoine matériel, le vin, et d'un patrimoine immatériel, les projections que l'on a sur ce vin, la relation que l'on a eue avec le propriétaire du château, le plaisir qu'on a eu à s'y rendre et à passer les coteaux de bonne pente de Saint-Julien pour accéder à Léoville-Las-Cazes, ce qu'on a lu sur ce vin, la réputation. Donc tous ces paramètres-là font partie du décorum et du plaisir que l'on va pouvoir avoir à boire du vin dans un cadre domestique, et puis pour les professionnels qui sont ici, dont je fais partie, goûter du vin dans l'activité professionnelle. Et les deux exercices ne sont pas du tout les mêmes. Finalement, la dégustation du vin, ce n'est pas juste identifier un cru, une année, une étiquette, c'est faire un exercice pour tout un tas d'objectifs, une grande diversité de projections. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce vin? Avec quoi je vais bien pouvoir l'assembler? Est-ce que je dois le traiter? Ce vin-là, avec quoi je vais pouvoir l'accorder à table, moi en tant que ménagère? Comment je vais le travailler? Ce raisin, quel vin va-t-il me donner? Toutes ces questions-là, on y répond dans la vie professionnelle ou dans la vie domestique par la dégustation. Et puis, il y a des résultats différents lors de la dégustation. Du simple « j'aime, j'aime pas ». Alors, on y a droit, les professionnels qui sont ici. Sachez que vous avez droit au « j'aime, j'aime pas », mais chez vous, à votre table. De la catégorisation, en typique, pas typique, bon, pas bon, pour mon marché, attendre, pas attendre, etc. La description qui impressionne souvent les non-connaisseurs du vin. Souvent, on me dit, oui, moi, je ne connais pas le vin, alors je ne peux pas le décrire. Si, tu peux le décrire. C'est autorisé, tu as le droit de dire ce que tu penses. Ça nécessite, cette description, encore une fois, de la connaissance, de l'entraînement, du travail.
Et puis, le travail du dégustateur de vin professionnel, c'est dans la plupart des cas un travail projectif. On se demande, que va-t-on faire avec ce vin? Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec quoi je l'assemble? Est-ce que j'attends pour l'assembler? Est-ce que je le laisse encore un peu dans des barriques? Est-ce qu'il a le niveau pour avoir cette étiquette? Toutes ces questions-là, c'est des questions auxquelles on répond en tant que dégustateur professionnel. Et on y répond généralement rapidement, par le simple travail de déguster. D'ailleurs, c'est un travail que l'on a fait avec un doctorant avec lequel j'ai eu l'honneur de travailler, Nicolas Lemaine. Donc on a fait ce petit boulot il y a une petite dizaine d'années, où on a produit des courbes de vie du vin typiques. On a ici le temps qui passe, le temps de vieillissement du vin, et ici l'évolution de sa qualité. En discutant avec des professionnels du vin, on a compris qu'il existait finalement 3 sortes de vins. Celui qui ne sera jamais bon. Ben, il y en a, je suis désolée, il y en a. Enfin, je ne peux pas vous dire qu'il n'y en a pas, hein, il y en a. Bon, celui qui ne sera jamais bon. Celui dont la qualité augmentera très rapidement, en peu de temps, et qui ne se gardera pas. Ce vin-là, en bleu. Et puis le vin, dit vin de garde, que l'on va garder longtemps, qui va atteindre un plateau qualitatif et qui un jour va s'oxyder. Alors tout le jeu, ça va être de le boire ou de l'assembler avant qu'il s'oxyde, d'ailleurs. Alors j'ai un copain, je raconte toujours à mes étudiants, ça, je suis désolée pour les étudiants qui sont là. J'ai un copain qui est un très, très bon chercheur en œnologie qui s'appelle Maurizio Uliano, qui officie à Vérone. Et il m'a dit, mais ça, c'est les vins James Dean, et ça, c'est les vins Sophia Loren. Et c'est vrai que c'est un peu ça, finalement. J'aime bien citer mes copains. Donc, par ces courbes, encore une fois, on a travaillé sur notre capacité à statistiquement proposer une prise de décision. Qu'est-ce qu'on a fait de ces courbes? On a proposé à des dégustateurs formés à leur utilisation de positionner les vins sur les courbes et ensuite, par un jeu de statistiques et d'algorithmes, encore une fois, on pouvait dire oui, significativement, ces vins sont dans cet état-là. Alors, ce n'est pas encore de l'intelligence artificielle et ça ne permet surtout pas de prévoir l'avenir. C'est là où je voulais en venir, en fait, finalement. Ça permet de proposer une version statistique, une version calculée d'un positionnement d'un vin sur ces courbes-là. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour comprendre mieux la dégustation, c'est quelque chose de complexe. Il n'y a pas énormément d'articles là-dessus, mais il y en a un qui m'a beaucoup plu et qui n'est pas encore sorti, puisqu'il sortira officiellement au mois d'août 2025. Mais nous, on a des petites combines pour avoir les articles à l'avance à l'université. Enfin, les petites combines, c'est qu'on paye, hein, juste, c'est ça. Donc, c'est un travail qui a été produit par des immenses chercheurs du monde du vin. On a là Maria Pilar, Sue Bastian et David Jeffrey, qui sont parmi les meilleurs chercheurs actuels dans le monde du vin, qui officient pour une part en Australie et pour une autre part en Espagne. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre et qu'est-ce qu'on n'arrive pas à maîtriser par la dégustation du vin. Et un des points sur lesquels c'est un peu difficile de s'accorder entre dégustateurs. C'est un peu difficile de former les jeunes à ces descripteurs-là. C'est un peu difficile de dire... Je suis désolée, je n'ai pas traduit encore une fois, j'ai fait n'importe quoi. C'est un peu difficile de dire quand un vin est réellement asséchant, ou de décrire la texture, comme ici le velouté. Des mots comme collant, pâteux, sont aussi assez difficiles à utiliser quand on déguste les mots, déguste les vins,
parce qu'on a beaucoup de mal à s'accorder sur ces mots-là. Donc, cette équipe a pris une quinzaine d'énologues formés, une trentaine de vins australiens et espagnols, et puis ils leur ont demandé de remplir des cases pour dire tel vin est effectivement sucré, acide, etc., etc. Et parmi les caractères sur lesquels les dégustateurs étaient d'accord, il y avait ces 4 caractères qui, pour nous, sont des vraies difficultés à utiliser dans la dégustation. Et donc, ils se sont dit, je ne sais pas trop ce qu'ils se sont dit, j'en discuterai avec eux, un de ces 4, mais j'imagine qu'ils ont dû se dire, tiens, au lieu d'utiliser ces mots-là, qui sont difficiles à maîtriser, on va peut-être essayer de remplacer ça par des analyses. Donc, ils ont fait des analyses spectrophotométriques, d'autres analyses physico-chimiques sur les vins. Et puis, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, ils ont été capables de remodéliser l'utilisation de l'ensemble de ces mots-là avec un succès de 8 fois sur 10. Vous me direz, il y a 2 fois sur 10 où ils se plantent, mais 8 fois sur 10, ils y arrivent. Donc pour moi, ça, c'est une avancée significative parce qu'il y a des choses sur lesquelles on bute en dégustation et probablement l'IA et l'analyse vont pouvoir nous aider à faire sauter ces verrous. Mais cependant, ce temps d'analyse et le travail qu'il y a à côté pour générer ces analyses est vraiment important. Ça ne se fait pas en ouvrant une bouteille et en dégustant un verre de vin. Donc il y aura toujours un équilibre à trouver entre l'énergie qu'on met pour produire de la donnée et de la donnée propre et l'énergie qu'on met pour déguster les vins et avoir une réponse. Donc, à la question, l'IA peut-elle nous aider à mieux connaître le vin? Peut-être, probablement. Aujourd'hui, on n'est qu'en 2025. Probablement que dans 3, 4, 5 ans, il y aura d'autres travaux, des travaux encore plus significatifs. Mais tout ça, ça doit être considéré comme une nouvelle compétence à l'analyste du vin. Nous, par exemple, dans l'équipe dans laquelle je travaille, il y a des analystes spécialisés d'analyse sensorielle, des analystes spécialistes d'analyse chimique, dont je fais partie. Et aujourd'hui, on a compris que peut-être il va falloir faire rentrer des scientifiques de la donnée dans l'équipe. Mais ça n'éliminera pas les 2 autres catégories de scientifiques, et en particulier les analystes chimiques, puisqu'on a besoin de données, quoi. Pour pouvoir générer de l'IA, on a besoin de données et de données propres. Alors, il y a une autre question qu'on m'a posée bien des fois, c'est est-ce que finalement l'IA va nous aider à mieux comprendre nos terroirs? Alors en fait, la question qu'on m'a posée, ce n'est pas celle-là. C'est est-ce que l'IA va permettre de copier les terroirs? Mais non. Les coteaux de Bonne-Pente de Saint-Julien, on ne va pas les copier. Ils n'existent pas, vous me direz, mais on ne va pas les copier. On ne peut pas transposer comme ça un terroir. Un terroir, c'est très complexe. C'est un ensemble de plein de choses. C'est un sol et un sous-sol. C'est un porte-greffe, un cépage, implanté depuis longtemps sur ce sol, généralement. C'est un climat. C'est une évapotranspiration, ce sont des températures. C'est la main de l'homme, le choix de l'homme. Le choix de l'homme qui a choisi de tailler sa vigne de telle ou telle façon. Le choix de l'homme qui a choisi d'enherber ou de ne pas enherber ses rangs. Le choix de l'homme qui a choisi une hauteur de palissage. Le terroir, c'est tout ça. Et c'est indissociable. Ce n'est pas parce que demain, je vais utiliser la technique bordelaise chez moi en Provence que je vais pouvoir faire du Saint-Julien. Ça ne fonctionnera pas. Je continuerai à faire du vin de Provence, qui est délicieux cependant. Donc le terroir, c'est vraiment un équilibre, Pénaud disait, magique, entre tous ces paramètres-là. Donc nous, les analyses du vin, qu'est-ce qu'on fait pour mieux comprendre nos terroirs? On essaye de décrire des concepts sensoriels, c'est-à-dire dire, voilà, un centimillion de 10 ans, ça doit ressembler à ça. Pas parce que je l'ai décidé, parce que je l'ai observé.
sur d'autres centimillions de 10 ans. À partir de ces concepts sensoriels, on va identifier des composants qui ont un effet positif sur ces vins ou un effet négatif. Et d'ailleurs, les premières années de l'analyse du vin, dans les années 80 jusqu'aux années 2000, les 20 premières années, ont été énormément consacrées à l'identification des déviations. Et puis, on va aussi chercher des précurseurs, des causes à l'apparition de ces composés. Et puis, toutes ces connaissances, ça a permis aux chercheurs du vin, depuis une bonne quarantaine d'années, d'anticiper, de faire évoluer leurs pratiques, d'évaluer les risques et de proposer des modifications des conditions de production pour s'adapter aux contraintes que sont le changement climatique, par exemple, mais aussi le consommateur dont on a parlé tout à l'heure. Et pour ça, il faut des stratégies analytiques solides. Alors, moi, quand j'étais petite, quand je suis arrivée jeune étudiante auprès de Gilles de Revel pour apprendre l'analyse du vin, il m'a appris la chromatographie. Donc la chromatographie, qu'est-ce que c'est? C'est une science analytique qui date à peu près de la même époque que l'intelligence artificielle, de la Deuxième Guerre mondiale, et qui permet de séparer les composants du vin un à un. Bon, ça nécessite un peu de travail, mais ça se fait. Et ensuite, on détecte les composants du vin qui forment une variation d'un signal électrique. Alors, je vous ai résumé la situation très rapidement. Les malheureux qui, parmi vous, ont subi mes cours à l'ISVV ont eu la version en 6 heures. Mais bon, là, on va résumer en disant, voilà, chaque composé donne un pic chromatographique qui va nous donner une information sur la quantité de composés. Et puis, par d'autres techniques, comme la spectrométrie de masse, on a aussi des informations sur l'identité des composés qui donnent le pic. Qui est responsable de ce pic? Et puis après, moi, ce que j'ai appris quand j'étais jeune, il y a fort longtemps, on intègre avec un calculateur l'air sous la courbe, c'est ça, une intégrale, c'est calculer une aire sous la courbe. Et puis après, on fait des calculs, et puis on obtient des quantités de composés avec des incertitudes. Et puis après, on fait des calculs, et on obtient des statistiques qui nous disent avec plus ou moins de succès, tiens, alors ce truc-là, il est peut-être relié avec cette typicité de vin, mais je ne suis pas sûre parce que c'est vrai à 35%. Bon, c'est... Finalement, tout ça, c'est... j'ai perdu ma diapo. C'est la deuxième, pardon. Donc finalement, tout ça, c'est assez flou. Et ça nous a permis d'avancer, certes, mais d'avancer toujours avec un certain risque de se tromper. Un risque non négligeable de se tromper. Et on se dit que peut-être, si on traitait mieux notre information, notre chromatogramme, peut-être on pourrait y voir différemment. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé de lunettes, tout simplement. Et on s'est dit, peut-être, dans ce bruit de fond, il se passe quelque chose qui est porteur d'informations. Le problème, c'est que moi, je n'étais pas capable de gérer un signal comme ça et de le considérer comme une fonction mathématique. Mais par contre, j'étais convaincue, en superposant divers chromatogrammes et en les recalant un peu les uns par rapport aux autres, qu'il y avait un bruit de fond, peut-être porteur de quelque chose. Et c'est là, en fait, que est intervenu, ce qui a été savamment introduit par Eric tout à l'heure, une collaboration avec l'Université de Genève et avec le professeur Alexandre Pouget. Alors ça, c'est une règle, en fait. En sciences, quand vous avez un problème, le mieux, c'est de vous trouver un copain qui a une autre compétence. Et après, deuxième truc, on se demande, est-ce que j'ai envie de bosser avec lui? Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de partager un verre de vin? Alors là, coup de bol, Alexandre Pouget, c'est un très bon scientifique de la donnée. Il connaît le fonctionnement des réseaux de neurones et il boit du vin. Et il aime le vin. Ça, c'est un sacré point positif parce que du coup, on peut se parler et on comprend de quoi on parle et on a le même enthousiasme à étudier le vin. Donc, allez, c'est parti. On s'est dit, tiens, on va travailler ensemble et tu vas m'aider à traiter mon signal chromatographique mieux que ce que je sais le faire, moi toute seule.
Et donc, on s'est dit, moi je lui ai dit, oui, alors du coup, tu sais traiter les signaux comme ça. Dans ce cas-là, est-ce que tu peux traiter mes signaux? Est-ce que tu peux me dire si finalement le millésime est plus important que le terroir? Est-ce que les journalistes qui nous disent tout le temps, mais est-ce que ce millésime sera bon? Est-ce qu'ils posent la bonne question? Peut-être pas, peut-être que c'est le terroir qui est plus important, probablement. Et puis, si tu y arrives, est-ce que tu peux me dire quelle partie du chromatographe me permet de séparer les millésimes ou le terroir? Je ne sais pas. Donc, il a commencé par me dire, attends, on va voir. Tu détends, tu ne poses pas 12 questions à la fois. On va regarder ce qui se passe. Et après, on rediscute. Donc, j'avais des vieilles données dans le laboratoire. On avait des vieilles données avec Justine Laboirie qui travaillait avec moi à l'époque. Et ce que j'aimais dans les travaux de Justine, c'est qu'on avait un plan expérimental bien carré. Alors nous, les analystes, on aime bien les plans expérimentaux bien carrés, avec le même nombre d'échantillons d'un côté que de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on avait comme plan expérimental? On avait des vins issus de 7 châteaux, et qui correspondaient à 12 millésimes, et c'était des vins déjà vieux quand on les a analysés, qui avaient déjà une bonne dizaine d'années quand on les a analysés. Et ces vins avaient été analysés avec 7 stratégies analytiques différentes. Donc 7 systèmes de chromatographie différents. J'avais 7 chromatogrammes par vin. Donc ça faisait pas mal de données déjà. Pas suffisamment pour faire du deep learning, mais ça faisait pas mal de données. Et puis on avait du coup les teneurs de plein de composés pour tous ces vins. Mais on pataugeait un peu dans la semoule avec Justine et on n'arrivait pas à sortir vraiment une information prégnante de l'ensemble de ces teneurs. Donc parmi les 7 méthodes qu'on avait utilisées pour faire ces 7 chromatogrammes, j'en ai choisi 3. Alors je les ai choisis comment? Je les ai choisis parce que ça correspondait à des méthodes de préparation du vin différents. Pour pouvoir faire de l'analyse chimique, on est obligé de maltraiter un peu le vin. Parfois, on lui met un solvant dedans et puis on l'agite avec un agitateur très fort pour essayer de faire passer les composés volatiles dans ce solvant. Parfois, on lui met du sel. Et les gens détesteraient quand ils verraient ce qu'on fait au très bon vin dans les laboratoires. On met du sel et puis on fait tremper un petit polymère, puis on agite et on chauffe à 40 degrés en agitant le vin. C'est terrible, je sais, mais ça permet d'extraire les composés volatiles. Parfois, on met des petites éponges de polymère dans le vin, on l'agite très fort, on peut rajouter du sel, on peut chauffer, on maltraite le vin pour récupérer les composés volatiles, les composés responsables des odeurs pour certains. Donc, on a choisi de travailler sur ces 3 enregistrements-là, que j'ai envoyés au professeur Alexandre Pouget à Genève. Et puis lui, il a traité le signal comme font les spécialistes de la data. Il a normalisé le signal, il a fait des statistiques, il a regardé si, dans cette nouvelle fonction mathématique qui était issue de mes travaux, des travaux de Justine aussi surtout, on était capable de trouver des informations semblables dans des vins issus de ce plan expérimental. Donc il a essayé plusieurs systèmes d'intelligence artificielle, plusieurs algorithmes, mais pas des choses révolutionnaires, des algorithmes connus, robustes. Et puis, il a entraîné son algorithme à la reconnaissance de mes chromatogrammes, et ensuite, il a proposé une projection de l'ensemble des informations dans un plan 2D. Bon, cette projection, ça permet quoi? Ça permet de rien prouver, ça permet de visualiser les choses. Et un 21 décembre, il m'a envoyé ça par mail. Et alors, je vous raconte la petite histoire. Et il m'a dit, l'ouvre pas, on ouvre un zoom, et puis je veux voir ta tête. J'ai ouvert un zoom, et il m'a dit, ouvre le fichier que je t'ai envoyé. Et il a vu ma tête. Et il a vu que j'étais très étonnée, mais très contente aussi. Parce qu'il a été capable de rassembler des vins qui étaient issus d'un même cru. Alors, il y a des petites erreurs, ici, là, c'est certain. Il y a une version 3 dimensions de cette projection-là. Donc, en fait, ce nuage de points
noir qui est là n'est pas dans la même dimension que celui-là. Donc ils sont bien séparés. Et en plus, chose qu'il ne savait pas parce qu'il n'avait pas d'idée de l'identité des vins, il a été capable de me dessiner la Garonne dans sa projection. Je dis, ça alors quand même, c'est un petit peu fort. Tu es capable, par des systèmes de traitement de données, de retrouver le terroir comprenant la main de l'homme, puisqu'il y a dans le Médoc des vins qui sont assez proches du point de vue terroir et du point de vue cépage. Et tu as même été capable, j'ai vraiment du mal, de dessiner la Garonne entre les deux. Je dis quand même, tu exagères parce que tu aurais pu me la mettre dans le bon sens, la Garonne. Donc, étape suivante, comme je connais un peu les vins quand même, j'ai dit, ouais, mais en fait, ton truc, c'est tout pourri parce que probablement que tu n'as pas été capable de me parler du terroir, mais juste de l'assemblage, parce que moi, je sais que dans le Médoc et dans le Libournais, les assemblages ne sont pas les mêmes. Donc j'ai dit, tiens, on va prendre les données d'assemblage et puis on va voir si tu es aussi fort que ça. En fait, non, il n'a pas été aussi fort que ça. La conclusion, c'est que l'assemblage, ça ne suffit pas à expliquer les différences que l'on a entre les vins de l'autre côté. Bon, comme je lui avais dit, essaye de mettre la Garonne dans le bon sens, il a essayé un autre algorithme, histoire de confirmer ses résultats. Encore une fois, il a réussi à séparer les vins en fonction du cru, pas en fonction du cépage. La Garonne était un peu plus dans le bon sens, mais toujours inversée. Bon, on s'est arrêté là, je vous avoue. Voilà ce qu'on a été capable de faire avec un traitement de signal un peu plus intelligent que celui que je faisais par le passé. Alors ensuite, il a essayé d'apporter la preuve que ça fonctionnait en me montrant les performances de son algorithme. 100%, ça veut dire que dans 100% des cas, les vins sont attribués au bon cru. Et puis j'ai dit, écoute, maintenant dis-moi quel est le chromatogramme qui est le plus important. Est-ce que c'est celui-là, celui-là, celui-là? On se rend compte que celui-là, par exemple, il est moins important dans le signal. Alors j'étais assez contente parce que cette méthode-là, c'est la méthode qui est la plus déstructurante et qui donc va chercher les composés enfouis dans la matrice du vin. À partir de là, moi, je rêvais, évidemment, de trouver là où les molécules qui étaient les marqueurs de tel ou tel cru. Mais quelle erreur! En fait, on a appliqué la stratégie qu'utilisent les généticiens, c'est-à-dire qu'on a retiré petit bout par petit bout des parties du signal. Et puis, on a essayé de voir si à un moment, il y avait l'information qui était portée par ces petits bouts. Au final, on se rend compte qu'il n'y a aucun petit morceau du signal qui est réellement saillant. Donc, finalement, ces vins, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre plein de composés, une complexité. Et c'est ça leur marqueur de terroir. Ce n'est pas un composé, ça serait trop simple et on l'aurait trouvé par le passé. Finalement, c'est bien pour les vins. Parce que ça nous montre quoi? Ça nous montre que nos terroirs et nos vins ne sont pas copiables si facilement que ça. Alors, après, question suivante. Je voulais quand même qu'il me prouve qu'on n'était pas capable de séparer les millésimes, de faire la même chose avec les millésimes. Donc, je lui ai demandé de retravailler ces données. Et en aucun cas, il a été capable de séparer les millésimes. Et ça, c'est la preuve de quoi? C'est la preuve que le terroir, le château, le sol, la vigne, et je suis au bout de mon temps, la main de l'homme sont bien plus importants que le millésime, qui ne sont qu'une version, en fait, de l'expression des terroirs. Alors, j'aime bien faire la comparaison avec la haute couture. C'est facile de séparer un tailleur Chanel d'un tailleur Dior, quand on connaît un peu la haute couture. Mais dans tous les cas, un Chanel, quelle que soit la saison, il aura toujours les marqueurs primordiaux du Chanel. C'est pareil pour nos vins. Alors après, on a éprouvé le système en se demandant si finalement les composés quantifiés avec
des méthodes d'intelligence artificielle pouvaient nous donner le même résultat. Est-ce que vraiment il y a de l'information dans le bruit de fond? Bah oui, là c'est tout mélangé. Hein, donc effectivement, le bruit de fond est important. L'entièreté des composés du vin est important pour exprimer leur identité. Et tout ça, si vous voulez y revenir, ça a été publié dans Communication and Chemistry, qui est en open, en accès libre, donc vous pouvez le lire sans aucun problème. Et maintenant, ChatGPT peut même vous le traduire. Donc, en conclusion de ces travaux, on peut dire que finalement, on s'intéressait à quoi? Aux composés volatiles, pas tous odorants, mais aux composés volatiles du vin. Et on se rend compte que cette fraction volatile, elle est importante et elle permet d'en savoir plus sur l'identité du vin. Alors après, moi, je me pose toujours une question, est-ce que c'est la fraction volatile qui est importante ou est-ce que c'est ce que la matrice a bien voulu nous lâcher comme composé volatile? Ça, vous reviendrez dans 10 ans pour la réponse à cette question que je n'ai pas. Mais ce qu'on a appris aussi, c'est que finalement, l'identité de nos vins, c'est une expression du terroir modulée par la main et les choix de l'homme et du vinificateur, modulée aussi par le millésime, et finalement juste patinée, peut-être révélée, par le passage du temps. Donc ça remet bien l'homme dans la question de l'expression du terroir. On va arriver à la fin de cet exposé. Est-ce que j'ai répondu à votre question? L'intelligence artificielle en sait-elle trop sur le vin? Je ne sais pas. En tout cas, ce dont je suis certaine, c'est que l'IA va nous aider à mieux détecter les composés du vin, à mieux comprendre leur composition et surtout à travailler sur les maladies et les maladies de la vigne en particulier. À l'instar de ce qui se fait dans le monde médical, ça peut être un outil extrêmement important de la détection des maladies de la vigne. Et dans la question de la pérennité du vignoble, c'est une clé. Ça va nous aider peut-être mieux aussi à comprendre la perception des vins. Ça va être un outil de plus. Pas un outil pour remplacer, mais un outil de plus pour comprendre la composition du vin. Et toujours dans cette idée de toujours sécuriser la qualité, pas de faire des fakes, ça va être extrêmement compliqué. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas dites. Il aurait fallu qu'on passe la nuit ensemble ici, et ce n'était pas l'objet. Mais aujourd'hui, il y a aussi des chercheurs qui font parler les archives grâce à l'intelligence artificielle et grâce à tout ce qui a été numérisé par Gallica ou Pop, par exemple, qui sont des serveurs dans lesquels on peut accéder aux documents anciens. L'IA, aujourd'hui, permet de faire des bonds incroyables dans la connaissance des archives et la connaissance finalement de l'histoire des vignobles. Depuis toujours, l'IA s'intéresse aussi à la modélisation du climat, et si on a progressé dans la modélisation du climat, c'est probablement grâce à ça. Il y a aussi des équipes qui travaillent à l'analyse des commentaires de dégustation, et pas mal de startups en particulier. Hier soir, une collègue microbiologiste m'a dit « Ah mais oui, mais l'IA, ça aide aussi à mieux comprendre les dynamiques des microbiotes de la vigne, microbiotes fermentaires. » Il y a une question qui est ouverte et qui nécessite d'être étudiée, je pense, par le monde du droit. C'est la question de l'IA et de l'automatisation du travail. Aujourd'hui, des robots vont peut-être pouvoir nous remplacer dans plein de tâches. Qui sera responsable si ces robots font une erreur ? C'est une question à laquelle je ne suis pas capable de répondre et je n'ai pas trouvé l'information. Et je crois que ça n'a pas été statué. Et comment va-t-on gérer ce remplacement, ce changement dans le travail ? L'IA est aussi beaucoup utilisée aujourd'hui pour suivre le foncier, pour observer en fait les zones de culture. Et donc ça, c'est un autre travail qui est en cours, qui mériterait d'être étudié. Cette question de l'IA et du monde du vin, ça soulève de nombreux points. La question de la propriété des données. Je vous ai dit au début, cette image est jolie, ChatGPT l'a faite, mais j'ai écrit le prompt. Et d'ailleurs, toute ma petite collection de petits bonhommes, là, j'ai écrit les prompts. Et même
pour certaines de ces images, des collègues qui m'ont dit oh, bah, tu devrais mettre un robot dans une vigne. Ah bah oui, bah, à qui appartient l'idée? Au collègue qui a eu l'idée? À moi qui ai écrit le prompt? À OpenAI? Je sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Toute la question du droit d'auteur n'est absolument pas statuée. La question des conséquences sur le travail, on en a déjà parlé. La question de la qualité et de la modification de la donnée par les intelligences artificielles doit aussi être réfléchie pour nous, mais aussi dans divers domaines. La question de l'impact écologique, je pense que ça mériterait 2 heures de conférence encore, mais ce n'est pas anodin, l'utilisation de l'intelligence artificielle du point de vue écologique. Ce n'est pas anodin du tout. Pour tous ceux d'entre vous qui, comme moi, pour cette conférence, font de l'intelligence artificielle générative, récréative, bah, arrêtez tout de suite, parce que ça équivaut au fait de prendre votre voiture et de faire des tours de rocade autour de Bordeaux un jour de bouchon. Ce qui est certain, c'est que la filière, la profession va devoir se poser des questions par rapport à cette IA qui est vraiment de plus en plus importante, de plus en plus prégnante, réfléchir à contractualiser l'appartenance des données, se poser la question des données sensibles, qu'est-ce que l'on met dans les algorithmes. Quelques petits conseils, essayez de jamais mentionner de nom de marque ni de personnes physiques dans vos prompts et dans vos algorithmes, si jamais vous les utilisez à la maison. L'humain doit toujours avoir sa place au cœur de la création et au cœur de l'analyse par intelligence artificielle. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Stéphanie pour cette présentation futuriste. Si vous avez des questions, alors est-ce qu'on a le ballon? Le ballon est prêt à être lancé pour les premières questions. Est-ce que vous avez des premières questions qui peuvent être posées? J'ai des questions en Zoom. Vous pouvez également poser des questions. N'hésitez pas. J'ai ma tablette et je pourrai les retranscrire. Donc première question. On a quelqu'un ici, juste pour des petits conseils, si vous n'êtes jamais venu, bien parler dans le rond noir. Et si vous faites une passe assez lointaine, vous pouvez faire des entrepasses. Et faites juste attention aux caméras si vous faites une passe vers là-bas. Vous êtes prête? Oui, j'avais donc par rapport au cas des faussaires, ça a déjà été le cas de pouvoir, avec des assemblages tout simplement, d'imiter des vins. N'avez-vous pas peur qu'avec justement l'entraînement de l'intelligence artificielle à reconnaître au plus précis possible les éléments qui composent le vin, d'atteindre au final des niveaux de vin faux beaucoup plus importants? Alors ça, c'est une question qui m'est souvent posée, et c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans les détails de la génération des analyses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour générer les 3 données analytiques que j'ai utilisées pour le travail sur le terroir avec Alexandre Pouget, ça équivaut à peu près 6 heures de travail pour la machine, une bonne grosse demi-journée par 20 pour le laborantin. Et si on doit acheter ces données, si on doit acheter ces techniques d'analyse, il va falloir débourser une somme bien plus importante que le prix du vin. Chaque analyse, dans le commerce, dans les laboratoires, on les vend entre 70 et 200 € l'analyse. Donc, peut-être que oui, mais moi, si j'étais faussaire, je pense que je prendrais plus de temps à contrefaire un emballage qu'à contrefaire le produit à l'intérieur. Parce que c'est énormément de travail. C'est ce que... Après, je ne suis pas faussaire non plus, hein, c'est vrai que... Mais pour l'instant, l'acquisition de cette donnée, elle est extrêmement... c'est beaucoup de travail, quoi. Elle est extrêmement complexe. Cependant, quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui, à l'autre bout du monde, achète les vins et achète les analyses, sera capable de faire la même chose. D'où l'intérêt que l'on a, nous, à avoir un temps d'avance. Il faut qu'on ait un temps d'avance, je pense. Je ne sais pas si j'ai répondu trop à votre question.
Et d'ailleurs, sur les emballages, pardon, je continue, je suis désolée. Sur les emballages, il y a un énorme travail qui est fait. Alors avant, pour trouver des contrefaçons d'étiquettes de vin, par exemple, il y avait des douaniers qui formaient les douaniers locaux en Chine, par exemple, et des douaniers qui faisaient des observations de ce qu'il y avait sur les rayonnages de magasins. Aujourd'hui, grâce aussi à toutes les photos qui sont prises, il y a beaucoup des bases de données, d'étiquettes et de packaging qui sont bien plus importantes et mieux analysées qu'avant, et on arrive à retrouver des emballages contrefaits plus facilement. Merci. Une autre question? C'est l'heure d'aller boire du vin? Non, moi, j'aurais une question en tous les cas. Tu n'as pas parlé de beaucoup d'IA et analyse sensorielle, je trouve. Eh bien oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose de sérieux. Oui. Il y a des choses de fait ou pas? Il y a le travail de Maria Pilar, David et Sio, qui est vraiment, pour moi, un travail important. Il y a aussi des choses qui sont faites par des startups en termes d'analyse de commentaires de dégustation. Par exemple, la start-up bordelaise WineSpace analyse les commentaires. Moi, personnellement, j'ai fait aussi des petits bricolages avec les commentaires que j'ai pu trouver sur Internet pour voir si ça fonctionnait. Tout ça pour dire quoi? Que oui, il n'y a pas grand-chose. Il y a des choses, mais il n'y a pas grand-chose. Je suis certaine que dans un an, je te dirai le contraire. Il y a un champ extraordinaire. Il y a un champ extraordinaire. Mais c'est tellement compliqué. Pour acquérir des données de sensoriel, il faut avoir un panel. Il faut former ce panel. Ça prend un temps fou. C'est la donnée qui est compliquée à acquérir pour entraîner les algorithmes. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que ça va venir. Ça va venir. Parce qu'il faudrait croiser ça avec des données, sur la connaissance des dégustateurs aussi. Oui. Puisque, si j'en crois ce que j'ai entendu dans les discussions à l'ISVV, c'est que chaque dégustateur a ses propres reconnaissances de molécules, etc. Donc ses propres reconnaissances sensorielles. Et donc il faut connaître le dégustateur pour connaître aussi quel goût peut avoir un vin, etc. Et donc, exactement. C'est ce que dit tout le temps Sophie, et elle a raison. Hein, Sophie Tempère a tout à fait raison là-dessus. Et c'est pour ça que ce qu'elle dit tout le temps, et c'est pas la seule à le dire, hein, tous les analystes sensoriels du vin un peu sérieux du monde disent la même chose, c'est que un résultat sensoriel doit être obtenu dans des conditions avec un panel que l'on a beaucoup formé. Donc c'est ça qui prend un temps dingue. Et en plus, on ne peut pas faire de deep learning. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas assez de données. Oui, pour l'instant. Parce que le deep learning nécessite un grand nombre de données. Par contre, ce qu'on peut faire avec du deep learning, c'est l'analyse des commentaires qu'on va pouvoir trouver en ligne. Mais ces commentaires sont issus de tout et n'importe quoi. Mais oui, il y a des choses qui vont sortir bientôt, quoi. D'accord, donc on ne va pas remplacer Sophie Tempère dans les 50 ans, quoi. Non, parce que déjà, je ne saurais plus avec qui déjeuner le midi, première chose. Et deuxième chose, on a besoin des spécialistes d'analyse sensorielle. Tout à fait. Ouais. Quoi qu'il se passe. Heureusement pour eux. Voilà. Autre question? Alors, il faudrait passer le petit cube. Il faudrait vous envoyer voilà. Le cube. Merci. Oui, j'ai assisté à une étude avec des électrodes, par contre, sur la tête, en buvant du vin. Donc, comment ça sert bien au sensoriel? C'est pas réellement du sensoriel, mais mais oui, je pense que je vois de quelle. C'est une étude qui s'est passée à Bordeaux. Oui, je pense que je vois de quelle étude vous parlez. Et donc c'était individuel, voilà. On le mettait dans une cabine avec des électrodes. Ah, c'est pas l'étude à laquelle je pense, c'est pas celle avec les capteurs là aussi. Oui, c'est celle-là aussi. C'est pas encore Sophie Tempère qui mesurait les émotions des consommateurs? Si, elle fait beaucoup de choses. Hein. Ouais. Oui, parce que je pense que c'est ça, c'est l'idée qu'on va mesurer l'émotion des consommateurs, voir un peu l'évolution de l'émotion en fonction de la dégustation, quoi. Mais probablement qu'il se passera quelque chose de ce côté-là
pour le traitement de ces données médicales, en fait. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais il y avait des capteurs. Revenez dans 2 ans, il y aura probablement des choses de faites. On prend la tension, on prend les... Oui. Ah. Vous anticipez un peu ma question. Justement, je voulais savoir, est-ce que c'est un peu comme dans le domaine médical? Est-ce qu'on peut faire de gros progrès en cas de maladie, soit dans la vigne ou dans le produit fini qui est le vin, en croisant toutes ces données? Est-ce qu'on peut avoir un grand progrès dans ce domaine grâce à l'IA? Sur la vigne, j'en suis persuadée. Même si c'est un investissement important. Mais sur la vigne, il y a pas mal de travaux. J'en ai présenté un, mais qui porte sur la question de l'analyse de l'image, des images prises par des drones, des images prises par satellite. Et par analyse par IA de ces images, on arrive à trouver des zones avec des vigueurs problématiques, des zones qui subissent des statuts hydriques déficitaires très importants, des foyers infectieux de manière très précoce. Et ça, c'est vraiment chouette, parce que, pour ne pas citer le nom de la start-up qui s'occupe de ça, parce que ça va permettre de diminuer vraiment la quantité de phytopharmaceutiques, quoi. C'est super, je pense. Mais c'est un investissement. Est-ce que ça ne risque pas aussi d'accroître on ouvre le parapluie un peu plus large aussi, plus on en sait, oui. Moins on prend de risques. Oui, et en même temps, je ne me vois pas dans la situation actuelle prôner la prise de risque. Il y a déjà assez de problèmes comme ça, donc bon. C'est toute la question qui est autour des détections des maladies très précoces. Est-ce que ça valait le coup de traiter cette personne et de lui faire subir plein de choses, ou est-ce qu'il aurait fallu laisser tomber? C'est une question qui, dans le domaine médical, est quand même très importante. Et dans notre domaine, ça va émerger aussi, quoi, c'est certain. Autre question? Après, je t'ai trouvé très sévère, Stéphanie, quand tu as présenté le chiffre de 90%. Tu as dit, oui, mais il y a quand même 10% d'erreurs, et ça, c'est un peu dramatique, on n'a pas le droit de se tromper comme ça. Mais oui, parce que tu me connais, Eric, je fais de la provoque tout le temps. Parce que quand même, 90% de réussite, oui. Quoi. Parce qu'après, 10% d'échec, mais enfin 90% de réussite pour détecter le mildiou, c'est quand même hyper important. C'est quand même... En fait, effectivement, 10 diapos plus tard, j'ai dit que 80% c'était fabuleux. Oui, c'était 80. J'ai dit tout et son contraire dans le même exposé. Mais en fait, ce que je voulais soulever comme point, c'est la question de la responsabilité de l'erreur. Oui. Oui, mais enfin... S'il y a une erreur, on a le droit de se tromper quand on fait une prévision météo. Hein, oui, mais qui a le droit de se tromper? Oui, je veux dire... À qui la faute? Et là-dessus... C'est clair que les juristes doivent travailler. Ils en sont conscients. Hein. À qui la faute? Si je me plante, à qui la faute? Il y a aussi des capteurs qui sont sur des robots. Il y a l'association RoboAgri qui est positionnée à Toulouse, qui traite de toute la question de l'environnement juridique et des performances des robots qui se trouvent dans les vignes. Ouais. Si ton robot sort de ta vigne et qu'il percute un cycliste, à qui la faute? La faute du programmeur, la faute du robot, la faute du viticulteur? Je ne sais pas. C'est ce point-là que je voulais soulever avec cette petite provoque. Voilà. Merci. Une autre question? Une dernière question? Non? Nicolas? Non, il n'y a pas de question sur Zoom. Désolé. Bon, on va s'arrêter là. Il est 20h23, c'est très bien. Oui, c'est parfait, exactement. Et en tous les cas, merci pour cette présentation qui nous a projetés dans le futur. Merci Stéphanie.